Intitulé Opinion, fait et fake, le cas de l'écologie. Et pour démarrer, je vais me présenter rapidement en moins d'une minute. Je m'appelle Thomas Gobert, je suis développeur front-end et consultant chez Zenica depuis un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, je voudrais démarrer cette présentation avec cette image. Est-ce que dans la salle, à lever de main, oui, je vais vous faire participer, à lever de main, il y a des personnes qui connaissent déjà cette image, qui l'ont déjà vue? Oui, donc globalement, une majorité des personnes ici ont déjà vu cette image, mais est-ce que vous connaissez toujours à lever de main le contexte dans lequel elle a été créée? Ah, il y a beaucoup moins de mains tout d'un coup. Cette image a été créée en 2017 par Casey Green dans le contexte de la présidentielle des États-Unis pour un peu symboliser le contexte politique de cette élection-là. Et depuis, cette image a été reprise notamment dans le domaine de l'écologie pour symboliser la situation actuelle et on la retrouve énormément sur Instagram ou sur les réseaux sociaux à chaque parution d'un nouveau volet du rapport du GIEC. Et j'ai choisi cette image pour démarrer ce talk pour un peu symboliser tout ce dont on ne va pas parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de discours alarmistes sur l'urgence de l'écologie, on ne va pas faire de constats, on ne va pas expliquer le problème, je ne vais pas non plus parler de vos habitudes ou vous donner des solutions magiques à implémenter. Tout ça, on ne va pas en parler. Mais du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de quelque chose que je nomme l'effet Don't Look Up. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, petit spoiler, c'est un film qui est un peu une allégorie du traitement de l'écologie dans les médias et de manière générale. Et en fait, il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre et des politiciens essayent d'avertir là-dessus. Mais il y a une couverture médiatique qui est compliquée. Ils font la concurrence avec des divertissements, ils ne sont pas forcément pris au sérieux. Il y a pas mal de personnes qui ont des backgrounds non scientifiques qui viennent les contredire. Et en fait, on a un flou autour du sujet qui se crée et on est embrouillé, on ne sait plus tellement quoi croire. Nous, si on regarde un peu nos médias, on a entendu parler de termes un peu comme croissance verte. On a entendu parler du fait que la technologie nous sauvera. On a aussi entendu des phrases comme le fait que la France, c'est que 2% des émissions de CO2 et que bon, ce serait à la Chine de faire des efforts en premier. On a aussi entendu, de toute façon, c'est trop tard. Ou au contraire, on a encore le temps, on peut faire des changements et éviter le pire. On a entendu parler du fait que la voiture électrique, c'est bien. Puis le lendemain, on nous a dit que la voiture électrique, c'était peut-être pas la solution finalement. Et l'éternelle question de qui doit commencer à faire des efforts. Est-ce que c'est à l'État de commencer à faire des efforts? Est-ce que c'est aux particuliers de faire un effet de masse et de faire pression? Ou est-ce que c'est aux entreprises à la tête du capitalisme qui doivent agir à ce niveau-là? Et donc, on voit bien que dans le paysage médiatique, on a en effet des différentes propositions qui viennent se contredire. Tout le monde prétend détenir une vérité absolue et pourtant tout le monde se contredit. Donc il y a forcément un problème quelque part. Et du coup, on est bien dans ce bruit que je nomme effet Don't Look Up. Si on essaye d'y voir un peu plus clair et de dégager un peu des symptômes du problème, on voit qu'un des premiers faits là-dessus, c'est qu'on est sur un sujet qui semble complexe. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet qui est difficile à aborder dans sa globalité, car on touche à plusieurs domaines à la fois, mais on est aussi sur un sujet qui est difficilement découpable. Si par exemple on essaye de parler d'agriculture, c'est difficile de parler d'agriculture sans parler de pesticides. C'est difficile de parler de pesticides sans parler de pollution des terres. C'est difficile de parler de pollution des terres sans parler de pollution des nappes phréatiques. Difficile de parler de pollution des nappes phréatiques sans parler de la pollution de l'eau, des disponibilités de l'eau, et ainsi de suite. Et on voit en fait que quand on essaye de tirer un sujet de par une porte d'entrée, on tire un peu la pelote de laine, et en fait il y a toute la pelote de laine qui nous arrive en pleine figure. Et on a du mal du coup à aborder le sujet dans son ensemble. Deuxième symptôme, on a des informations contradictoires. On l'a vu avant, cet effet Don't Look Up, on a plein de personnes dans le paysage médiatique qui viennent apporter des informations avec des arguments d'autorité et prenant détenir une vérité qui se dit absolue, et pourtant tout le monde se contredit. Là-dessus, ces deux symptômes qui sont associés ensemble amènent un petit peu à de la confusion. On ne sait pas exactement qui croire, on ne sait pas exactement quoi penser, on n'arrive pas forcément à définir le sujet. C'est un sujet en plus qui fait peur, et c'est un sujet où du coup on a du mal à savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire, à identifier les leviers d'action qui sont à notre portée et sur lesquels on peut agir.
J'ai fait du coup une hypothèse pour essayer de trouver quelle pourrait être un peu la racine de ce problème-là. Et l'hypothèse sur laquelle on va se baser aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est relié au fait qu'on est exposé à une multitude d'informations qui s'avèrent plus ou moins fiables. Et on a du mal, en fait, à juger de la fiabilité de l'information qui nous est présentée. Et du coup, ça vient rendre le sujet encore plus brouillon. Là-dessus, moi je m'intéresse au sujet de l'écologie depuis à peu près 7-8 ans. J'ai développé une petite méthode à moi que je vais vous partager aujourd'hui qui vise à catégoriser les informations en 3 catégories, opinion, fait et fake. Parcourons ces catégories. La première, c'est la catégorie des faits. Si on essaye de définir simplement qu'est-ce qu'un fait, un fait scientifique, c'est la description d'une loi physique de l'univers. Si je vous donne un exemple, la gravité fait que si je lance une pomme, la pomme va systématiquement retomber. On est sur une loi physique, on peut faire n'importe quelle loi qu'on veut pour interdire à la pomme de retomber, la pomme retombera quand même. On peut ne pas apprécier que la pomme retombe, la pomme retombera quand même. Deuxième catégorie, par exemple, on a une opinion. Donc ça va être une opinion, c'est le fait de poser un avis, donc individuel ou d'un groupe d'individus sur un sujet, sans contester les faits scientifiques qui sont liés à ce sujet-là. Petit exemple, on pose un avis sur la gravité, toujours cet exemple-là, on se dit wow, « chouette, la gravité c'est bien pratique, moi je cueille des pommes, j'ai juste à secouer mon pommier et il y a toutes les pommes qui tombent ». On n'a pas renié le fait que la gravité existe, mais on a émis un avis qui est propre à nous et on pourrait avoir des avis contraires. Par exemple, moi je trouve que c'est un peu relou la gravité. J'habite au 5e étage sans ascenseur, je porte mes sacs de course et je commence à avoir un petit peu mal au dos. Pareil, on se retrouve encore dans un cas où on ne va pas renier le fait, l'existence de la gravité, mais on émet un avis. Les avis peuvent être contradictoires, il n'y a absolument pas de souci à ce niveau-là. La dernière catégorie, ça va être la catégorie du fake. Le fake, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, on vient contester un fait scientifique. La gravité n'existe pas. Mais ça peut être aussi de faire passer une opinion pour un fait ou un fait pour une opinion. Par exemple, on dit tu penses que la gravité existe, c'est ton opinion, je la respecte. En revanche, moi je pense que la gravité n'existe pas, c'est mon opinion et je te demanderai de bien vouloir la respecter. Là, on a un souci parce que la gravité n'est pas une opinion. Et donc on promouvoit une fausse information et on est dans la catégorie du fake. À partir de ces 3 catégories, je me suis dit, ok, je sais un peu où je vais vouloir ranger mes informations, mais quel procédé, quelles petites astuces je peux mettre en place pour pouvoir réussir à facilement catégoriser les informations que je rencontre au quotidien sur l'écologie. Si on fait un petit prérequis, avant de consulter une information de manière générale, et là plus précisément sur le sujet de l'écologie, il faut avoir conscience des biais cognitifs auxquels on est sujet, et notamment dans notre cas, un biais qui s'appelle le biais de confirmation, et qui vise à privilégier les informations qui viennent confirmer nos idées préconçues et nos hypothèses, et à accorder moins d'importance, de poids aux hypothèses et aux idées préconçues contraires. C'est très important d'avoir ce biais cognitif en tête quand on aborde une information, parce que notamment dans le cadre d'une opinion, ça va nous amener à, juste l'avoir en tête, ça va nous amener à aller regarder un peu plus facilement les opinions qui sont contraires à nos idées préconçues et à du coup challenger un petit peu, remettre en question notre avis personnel. Alors maintenant passons aux astuces. Si on fait une petite mise en scène, on est en train par exemple de scroller sur LinkedIn, on voit un post d'une personne qui parle de faits scientifiques sur l'écologie et on n'a aucune idée de si on doit croire la personne ou pas. On ne sait pas si la personne expose des faits, si elle expose une opinion personnelle ou si elle est carrément en train de communiquer une information qui est fausse. La première astuce que moi j'applique en général, c'est un peu une astuce à faire en amont, c'est de se former sur le sujet. Plus on va se former sur un sujet, plus ça va être difficile de se faire avoir par des fausses informations. On va être capable de manière intuitive de classer les informations dans les 3 catégories, opinion, fait ou fake, et on ne se posera pas de questions au niveau de la fiabilité de l'information. Là-dessus, pour pouvoir se former sur notamment le domaine de l'écologie, on va essayer de se former au plus près des sources, notamment par exemple des sources scientifiques. Si vous connaissez par exemple Jean-Marie Jancovici, il dit souvent dans ses conférences qu'il faut réduire la chaîne de communication le plus possible, parce qu'une chaîne de communication, quand on consulte une information, on est en fin de chaîne, et on ne connaît ni la longueur de la chaîne, ni la résistance de la chaîne. Or, la résistance d'une chaîne est égale à la résistance de son maillon le plus faible. Donc en allant s'informer au plus près de la source, on réduit le plus possible cette chaîne et du coup on réduit les chances que l'information qu'on consulte ne soit pas fiable.
Donc là, par exemple, des sources qui peuvent être intéressantes sur le domaine, c'est de s'informer directement auprès des rapports du GIEC, ou par exemple on peut consulter aussi certains vulgarisateurs scientifiques qui se basent directement sur le rapport du GIEC. Du coup, on a une chaîne de communication à seulement un maillon, et ça n'empêche pas de lire en complément le rapport, mais du coup de pouvoir juxtaposer à la fois la vulgarisation et le rapport pour pouvoir avoir une double lecture et se faciliter la lecture, car en effet, dans les rapports du GIEC, on a parfois des propositions ou des termes qui peuvent être un peu complexes. Bon, là je me retrouve devant mon poste et malheureusement ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai déjà eu une connaissance de base et où j'ai pu me former. Donc je ne vais pas être capable de conclure sur quelle catégorie est la bonne pour mon information. Dans ce cas-là, si ça ne marche pas, deuxième petit conseil, on va essayer de vérifier la source. Déjà, si par exemple notre post LinkedIn n'a pas de source mentionnée, déjà c'est un petit peu un red flag. On va se dire attention, on va peut-être essayer de demander la source à la personne en commentaire pour essayer d'avoir les informations. Si la source est présente, il ne s'agit pas juste de dire il y a une source, c'est bon, il s'agit d'aller consulter la source et de retrouver l'information dans son contexte. On le verra un peu plus tard, mais il est très facile de ressortir une information de son contexte, de la manipuler et de lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est très important d'aller remettre l'information dans le contexte et d'aller le vérifier. Si vraiment on doute de la source qui est exposée ou qu'il n'y a pas de source, une petite astuce qu'on peut avoir, c'est d'avoir un carnet d'adresses de sources sûres, de sources qu'on a déjà consultées et qu'on sait qui sont fiables, et d'essayer de retrouver cette information au sein d'une de nos sources sûres. Si on retrouve l'information, dans ce cas-là, on peut valider la fiabilité de l'information. Et si par exemple la personne, l'auteur de ce post LinkedIn s'avère être fiable à plusieurs reprises, on va pouvoir peut-être enrichir au fur et à mesure notre carnet d'adresses de sources sûres. Après, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on met dans notre carnet de sources sûres. Top 3 des sources qui peuvent sembler relativement fiables, le rapport du GIEC, Carbon 4, ou par exemple The Shift Project. On est sur des sources qui sont relativement proches de la source scientifique, voire qui sont la source scientifique d'information. Top 3 des sources d'information qui ne sont pas très fiables. J'ai vu sur Insta que, je pense que, on m'a dit que. Souvent, les paroles rapportées de la famille plus ou moins éloignée à Noël après plusieurs verres d'alcool ne sont pas une source opposable. Petite mention spéciale pour les médias, les journalistes et les politiciens. Personnellement, je recommande en général de absolument pas se baser sur ces sources-là. Non pas qu'il n'y ait pas de vérité et qu'il n'y ait pas d'informations, de faits scientifiques réels rapportés à la fois dans les médias ou par des personnes politiques. C'est que malheureusement, on a un historique où à plus d'une reprise, on a pu débunker un peu les informations qui ont été amenées. Et donc, on a suffisamment de sources sûres alternatives pour ne pas se baser sur ces sources-là et pour pouvoir du coup choisir nos sources. Si malheureusement ça ne suffit toujours pas, on peut arriver que notre carnet d'adresses, on soit sur un sujet qui est hors de nos sources fiables et qu'on ne trouve toujours pas l'information. On peut tenter un peu un dernier recours qui serait de comparer les différents points de vue qui sont évoqués, donc le point de vue de la personne qui par exemple rédige le post LinkedIn, mais aussi d'aller consulter les différents avis qui soient contraires ou complémentaires. Alors, contrairement par exemple aux deux premières astuces que j'ai citées, ce sont des astuces qui permettent de conclure sur est-ce que notre information est fiable, est-ce qu'on est dans le cas d'une opinion, dans le cas d'un fait ou dans le cas d'un fake. Ici, ça ne permet absolument pas de conclure. On prend la température sur la fiabilité de l'information, mais on ne peut pas conclure. Et c'est très important non seulement d'en avoir conscience, mais aussi quand on va retransmettre l'information, de le préciser. Parce que souvent, quand on consulte une information et qu'on doute de sa fiabilité, nous, on a conscience. Mais quand on va en reparler a posteriori, on ne va pas toujours préciser qu'on n'était pas sûr de la fiabilité de l'information. Et la personne pourrait nous dire du coup pour argent comptant et va ensuite baser ses raisonnements ou ses futures communications dessus. Et c'est comme ça aussi qu'on peut commencer à répandre un fake, donc une fausse information. De manière complémentaire, on a parlé tout à l'heure de l'importance de remettre les informations dans leur contexte. On va un peu essayer de l'illustrer ici. Toujours challenger le contexte de l'information et aussi l'angle sous lequel l'information nous est apportée. Petit exemple, sujet d'actualité, l'agriculture ne représente que 2% du PIB mondial. On se dit donc les agriculteurs qui sont en grève, peut-être qu'ils pourraient revenir quand ils feront 15-20% du PIB mondial, ça ne vaut pas le coup qu'on leur accorde notre temps maintenant. Deuxième proposition, on est une start-up innovante et en 2023, on a eu une augmentation de nos ventes de 200% et donc on souhaite aller à la banque pour monter un dossier et faire un prêt. Basé sur nos résultats, on est plutôt optimiste.
Et si en fait on challenge l'information, qu'on essaye de la voir sous un autre prisme, on se rend compte que finalement ça change le sens du tout au tout. Par exemple, pour l'agriculture, en effet, c'est que 2% du PIB mondial, mais on néglige complètement les parts de dépendance d'une part de PIB à une autre. C'est-à-dire que les 98 autres pourcents du PIB mondial dépendent de l'agriculture. Sans l'agriculture, on ne mange pas. Et on ne serait pas en train de faire des talks ou de développer des logiciels. Donc soit on meurt, soit on passe notre journée à cultiver des patates pour manger nous-mêmes. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de pourcentage du PIB de l'agriculture n'est pas la question quand on essaye de définir l'importance de l'agriculture, parce que le reste dépend entièrement de ce PIB. Deuxième information, notre petite start-up qui a connu une augmentation de 200% de ses ventes par rapport à 2022. En valeur relative, c'est impressionnant. Si on regarde en valeur absolue, en fait, ils ont vendu un produit en 2022 et ils ont vendu 3 produits en 2023. En effet, on est sur une augmentation de 200%, mais c'est plus si impressionnant que ça. Donc finalement, le dossier à la banque, je pense qu'il ne va pas passer. À partir de ces petites astuces, on va pouvoir du coup vous faire un petit peu participer au sein de cette réunion. Donc je vais inviter tout le monde à sortir son téléphone et je vais vous proposer différentes propositions qui auront ce format-là. Donc à chaque fois, vous pourrez choisir entre opinion, fait ou fake. Et on fera, si on est dans le cas d'un fake ou d'un fake, on vérifiera l'information avec une source. À la fin, vous aurez le QR code qui sera mis à disposition. Donc vous pourrez appliquer les conseils et aller vérifier vous-même les sources pour ne pas me croire sur parole. Et on verra que là, par exemple, aujourd'hui, avec les propositions que je vais vous proposer, vous allez pouvoir peut-être appliquer certains conseils. Il y a peut-être d'autres conseils où vous allez dire « Ah, il a donné le conseil, mais en fait, je ne peux pas l'appliquer. » C'est très frustrant. Donc là-dessus, on va faire un petit caout de manière très classique. Et vous avez ici le pin dessus. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir vous enregistrer. Je précise dès maintenant, il y aura à peu près 7 propositions. À chaque fois, ça sera des sondages et pas des QCM. Donc il n'y a aucun intérêt à répondre le plus rapidement possible. Prenez vraiment votre temps. Il y a 30 secondes par question. Oui, je sais que les fervents de la compétition seront un petit peu déçus. Mais voilà. Ben, il n'y a pas de premier parce que je n'ai pas de cadeau. Je peux vous offrir une bouteille d'eau. Je préviens à l'avance, malheureusement, les couleurs des réponses opinion fait et fake ne correspondent pas aux couleurs du slide. Je n'ai pas réussi à paramétrer, donc je m'excuse à l'avance. Faites bien attention et cliquez pas immédiatement sur la couleur. Est-ce qu'on a des personnes qui sont encore en train d'essayer de se connecter? N'hésitez pas à lever la main. D'accord, il y a une personne, deux. Est-ce qu'on est bon? Hop, on va pouvoir débuter du coup. On va démarrer avec une première proposition. Le blabla de l'intro. La première proposition, le screen ne charge pas, je vais vous la dire, c'est déjà trop tard. Opinion, fait ou fake?
il y a eu une majorité d'opinions. On va faire des allers-retours avec le slide. Ici, malheureusement, il n'y avait pas de bonne réponse. C'est ni l'un ni l'un, c'est aucun des trois. Pourquoi? Parce que c'est déjà trop tard. Pourquoi? C'est déjà trop tard pour finir les restes du plat de lasagne de la semaine dernière? C'est déjà trop tard pour sauver les dinosaures? C'est déjà trop tard pour l'écologie? Là, c'est implicite parce qu'on parle du sujet depuis le début, mais il n'y a aucune information de contexte. Et souvent, les informations qu'on va être amené à rencontrer vont jouer sur cette absence de contexte pour pouvoir faire dire un peu tout et n'importe quoi à l'information. Là, ce que j'aurais dû vous dire, si on voulait cibler le cas de l'écologie, c'est il est déjà trop tard pour réduire les impacts écologiques liés aux activités humaines afin de limiter le réchauffement climatique planétaire à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, là, j'ai poussé vraiment l'exercice très loin et on peut se dire que j'ai rajouté beaucoup de détails qui ne sont pas nécessaires, mais on va passer en revue les différentes infos. On est sur les impacts écologiques qui sont liés aux activités humaines. Il y a d'autres impacts écologiques qui ne sont pas forcément liés aux activités humaines qui existent, donc c'est important de le préciser. On est sur, pour limiter le réchauffement climatique planétaire à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc là, il y a plusieurs informations qui sont nécessaires. Il y a une information d'échelle, on parle du réchauffement climatique planétaire. On aurait pu parler du réchauffement climatique en France ou du réchauffement climatique aux États-Unis. On est bien à l'échelle de la planète. Et quand on dit réchauffement, forcément, on a une date de début, une date de fin et une valeur d'augmentation. Donc la date de début, c'est l'ère pré-industrielle. La date de fin, c'est aujourd'hui. Et l'augmentation, elle est chiffrée, c'est 2 degrés. On n'aura peut-être pas la même réponse si on a 1,5, 2 ou 2,5 degrés. Donc là, je vais vous proposer de reprendre vos téléphones. Et en fait, on va refaire la même chose, mais avec cette nouvelle proposition. Oui, du coup, c'est la proposition enrichie que j'ai expliquée par la suite. Ah, c'est une coquille de ma part, je n'ai pas mis à jour le screenshot. Prenez 2 degrés. Excusez-moi. Donc on a de l'opinion et du fait. Là-dessus, si on revient au niveau du slide, on est en fait sur une opinion. Le 2 degrés était en effet important, d'où mon erreur qui peut induire en erreur le 1,5. En effet, si on regarde actuellement les rapports du GIEC notamment, on a encore des scénarios qui sont possibles pour pouvoir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Alors, leur indice de probabilité diminue un peu plus chaque jour, mais ces scénarios ont toujours une probabilité existante et ils n'ont pas été réfutés de manière prouvée scientifiquement parlant. Donc on est encore de l'ordre de l'opinion actuellement. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, on y est. Hop. Alors, oui. Oui, c'est ça. On n'a pas de sources scientifiques qui vont venir prouver qu'il est déjà trop tard pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à l'échelle planétaire. Donc là, vu qu'il n'y a pas de preuves scientifiques qui le prouvent ou qui l'invalident, on est dans le cas d'une opinion à ce niveau-là. Alors, pour la deuxième proposition, si je n'avais pas fait mon travail correctement, je vous aurais dit que le réchauffement climatique est dû aux activités humaines, mais on a vu avec la première proposition que c'est très important de mettre du contexte. Et donc, ce que je dois vous dire, c'est plutôt le réchauffement climatique planétaire actuel par rapport à la période pré-industrielle est dû aux activités humaines. On retrouve de nouveau les mêmes informations que tout à l'heure, une information d'échelle et une information de réchauffement climatique. Donc, on a une comparaison, une date de comparaison. Hop, on va la faire sur Kahoot et désormais on enchaînera les propositions. Là, au niveau du sondage, on a une majorité de faits, quelques opinions et quelques fakes. Si on vérifie, on est en effet sur un fait. Donc là, vous avez un extrait du rapport du groupe 1 du GIEC paru en 2021 qui nous dit, excusez-moi, là, je fais la traduction en live, que l'influence humaine
inéquivoque dans le réchauffement à la fois de l'atmosphère, du climat océanique et aussi terrestre. Et que de manière générale, l'activité humaine a changé le climat de manière sans précédent sur les 2 derniers millénaires. Et vous avez le graphique qui accompagne. Proposition suivante. Pour limiter le réchauffement climatique planétaire à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, tout en conservant une croissance économique positive, il faut développer la croissance verte. On a donc ici une majorité d'opinions, quelques fakes et 0 fait. Alors, ici, on est sur un fake, donc on n'est pas sur une opinion. Pourquoi ? Il a été montré par des économistes que le découplage absolu entre croissance et émissions de CO2 n'est pas suffisant pour éviter de consommer le budget d'émissions de CO2 restant dans le cadre de la limite du réchauffement planétaire de 1,5 ou 2 degrés et éviter un effondrement climatique. Donc quand on est dans le cadre du réchauffement climatique à 2 degrés sur l'échelle planétaire, on n'a pas actuellement de découplage absolu suffisant qui vont permettre dans le temps restant d'avoir une séparation entre croissance économique et émissions de CO2. Si on avait eu une valeur à 5, 6, 7 degrés, peut-être que la proposition aurait relevé plus de l'opinion, mais pas sur le 2 degrés. Proposition numéro 4. Les efforts individuels n'ont pas d'impact dans la réduction de l'empreinte carbone à 2 tonnes équivalent CO2 afin de limiter le réchauffement climatique planétaire à 2 degrés. Donc là, on a une majorité de fakes, quelques opinions et très peu de faits. Si on regarde, on est en effet dans un fake, donc la majorité avait raison. Si on regarde par exemple cette infographie de Carbon 4, on a en fait une répartition entre efforts individuels et efforts collectifs. Donc c'est en effet les efforts individuels ont un effet, c'est pas l'ensemble du travail, mais ils n'ont pas aucun effet. Si on regarde par exemple la colonne de gauche, on a sur les efforts individuels à peu près 40% de potentiel, 20% qui porterait sur les habitudes du quotidien et à peu près 25% qui porterait sur les efforts du quotidien et 20% qui porterait plutôt sur nos choix un peu d'investissement, donc le chauffage qu'on met dans notre maison, le placement de patrimoine, ce genre de choses. Sauf que 45%, ça relève en fait d'un effort héroïque, c'est si vraiment on dort plus la nuit et on pense, on respire et on vit écologie, voire on ne respire plus si on est pour l'écologie. On serait plutôt de manière réaliste autour de 20% et on a à peu près à côté les 60% qui sont plus d'ordre systémique à ce niveau-là. Donc en effet, les efforts individuels comptent dans la balance. Proposition numéro 5. L'écoterrorisme freine la réduction de l'impact écologique afin de limiter le réchauffement climatique planétaire à 2 degrés. Donc là, on a une majorité d'opinions, quelques fakes et très peu de faits. Encore une fois, la majorité a raison, on est sur une opinion. Il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré un militantisme extrémiste va valoriser ou dévaloriser les conséquences, les choix qui sont faits par la suite. Donc là, dans notre cas, l'écoterrorisme, il n'y a pas de preuve scientifique qui vient dire que ça va
desservir la cause ou la servir. Donc on est plus de l'ordre de l'opinion. Là-dessus, tout ce qu'on a, c'est des études empiriques où on a observé dans d'autres domaines que quand on a eu des avancées en termes de droit, il y avait des activistes extrémistes, mais on ne sait pas si ça a réellement aidé ou pas aidé. On n'est pas capable de se prononcer à l'heure actuelle sur le sujet. Avant-dernière proposition. Pour respecter les accords de Paris, il ne faut pas de nouveaux projets pétroliers. Pardon. Alors là, c'est un peu plus mitigé que pour les précédentes propositions. On a quand même une majorité de faits. Et après, en deuxième, on a opinion et faits qui arrivent à peu près à égalité. À ce niveau-là, on va être de l'ordre. Alors, voilà, on va être de l'ordre du fait. Pourquoi? Si on regarde cette infographie qui est issue du groupe 3, du rapport du GIEC groupe 3 paru en 2022, il nous dit qu'actuellement, avec uniquement les projets pétroliers qui existent déjà, donc les infrastructures pétrolières qui existent déjà, les émissions de CO2 qui sont estimées jusqu'à la fin de leur durée de vie traditionnelle explosent déjà notre budget CO2 restant pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc avec de nouveaux projets, ce ne serait pas viable. Pour respecter les accords de Paris, il faudrait même arrêter un certain nombre de projets pétroliers en cours avant leur fin de durée de vie. Donc là, par exemple, vous avez le résumé de ce que je viens de vous dire qui est écrit en anglais tout en haut. Et en dessous, on a un graphique où, par exemple, vous avez la courbe en rouge qui correspond au fait qu'on continue les tendances actuelles. C'est un peu pixelisé ici, mais si vous allez voir les slides, à la fin, je vous donnerai le QR code, vous verrez un peu plus net. Et en dessous, on a les différentes déclinaisons en fonction des arrêts progressifs des projets actuels pour respecter les accords de Paris à 1,5 ou 2 degrés. Et on arrive à la dernière proposition. On ne peut pas avoir de croissance infinie dans un monde fini. Donc là, on a une majorité de faits, un petit peu d'opinion et pas beaucoup de fake. Hop. Ici, à nouveau, la majorité a raison. Donc, on l'a vu précédemment avec l'histoire de découplage entre émissions de CO2 et croissance. Et en fait, là, si on regarde cette infographie qui met en lien le PIB et l'énergie consommée, donc rappelons un mix énergétique à plus de 95% à l'échelle mondiale composé d'énergie fossile. Les énergies fossiles sont par définition en quantité finie. Donc actuellement, notre croissance dépend de la consommation d'énergie fossile. Quand on a une énergie qui est disponible en quantité limitée, on ne peut pas avoir de croissance infinie. On ne peut pas avoir de croissance qui est stable non plus. Ça sous-entendrait qu'on a un stock infini de ressources. On ne peut que partir de zéro et revenir de zéro. Alors, ce qu'il faut remettre en question, c'est que celle-là, c'est actuellement avec le mix énergétique actuel. Peut-être que d'ici plusieurs siècles, si on a un mix énergétique qui est prédominant avec des énergies renouvelables, pourquoi pas. Mais actuellement, il n'y a pas de lien, de couplage qui a été mis en place entre croissance et énergie renouvelable. Il faut le savoir. Donc ça, c'était la dernière proposition. Je vous remercie énormément d'avoir joué le jeu au niveau des sondages. Si on arrive un petit peu sur le mot de la fin, globalement, on a vu avec ces propositions et les astuces qu'on a vues avant que plus on va avoir de connaissances sur le sujet et plus on va être capable de trier les informations auxquelles on est confronté au quotidien, soit avec les catégories que je vous propose ou avec d'autres méthodologies, plus on va réduire l'anxiété liée au sujet, plus le sujet sera abordable et également plus ce sera facile d'identifier les leviers d'action qui sont à notre portée et aussi les leviers d'action qui ne dépendent pas de nous.
Là-dessus, il faut aussi garder en tête plusieurs petites choses. C'est que le rapport du GIEC propose des propositions, certaines sont démontrées scientifiquement, d'autres ne sont pas forcément sûres, et il les annote avec un indice de probabilité qui va de très peu probable à très probable. Donc si vous avez consulté déjà un rapport du GIEC, vous verrez normalement à la fin de chaque proposition, c'est précisé entre parenthèses. Autre petit fun fact, ce talk est entre guillemets 100% recyclable dans le sens où les petites astuces, le petit retour d'expérience que je vous ai donné sur la façon de trier les informations, vous pouvez le faire avec n'importe quel domaine. J'aurais pu mettre des propositions sur la mécanique quantique, j'aurais pu mettre des propositions sur la chimie, la chirurgie ou tout ce que vous voulez. On aurait pu aussi essayer de les classer en 3 catégories d'opinion fait ou fake. Ceci va marquer un peu le mot de la fin, mais j'ai volontairement réservé du temps pour pouvoir répondre à des questions. Là-dessus, on va avoir le QR code pour Open Feedback. Il s'agit de ma première présentation en conf, donc si vous pouvez laisser des retours, je serai très reconnaissant, ça va me permettre de me perfectionner. Et vous avez le QR code des slides, parce que je ne vous demande pas de me croire au mot, vous pouvez aller vous-même vérifier les sources auprès de votre carnet d'adresses de sources sûres et vérifier que je n'ai pas raconté n'importe quoi. Je vous remercie énormément pour votre attention et on va pouvoir prendre des questions. Du coup, est-ce qu'il y a des questions, Vincent ? Oui. Oui, donc. Ok, donc si je résume la question, c'est comment on sait que les sources sur lesquelles on se base sont fiables ou qu'on n'a pas des sources qui existent et qu'on ignore leur existence. Là-dessus, personnellement, je n'ai pas forcément de conseils exhaustifs. Dans le cas de l'écologie, du coup, je vous ai fait un peu un top 3 de quelques sources sur lesquelles on peut se baser. De manière générale, malheureusement, les sources, on va amener à les rencontrer. Ce qui peut être intéressant, c'est notamment là par rapport avec le rapport du GIEC, c'est qu'on peut aller directement consulter le rapport à ce niveau-là. Et donc, du coup, pour toutes les autres sources où on se pose la question ou auxquelles on peut entendre le nom, parce que ça peut être aussi de demander aux personnes de notre entourage quelles sont leurs sources, à partir du rapport du GIEC, on va pouvoir vérifier nous-mêmes. L'avantage des approches scientifiques aussi, c'est que peu importe qui nous donne l'information, on n'est pas obligé de les croire sur parole. C'est-à-dire que quand on apporte une information scientifique, normalement, il y a tout un protocole scientifique derrière. Donc il y a une hypothèse de départ, on essaye de réfuter l'hypothèse, il y a un certain nombre d'expériences qui sont menées. Ensuite, il y a un peu une proposition, une conclusion qui est donnée, et il y a un échange avec les pairs scientifiques pour pouvoir avoir une validation par la communauté scientifique de l'information. Mais globalement, si on brûle en fait tous les livres scientifiques, on peut retrouver les informations, il suffit juste de refaire l'expérience en fait. On peut refaire l'expérience nous-mêmes. On n'est pas obligé de croire sur parole ce qu'on nous dit. Donc je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais en effet, il y a un peu un angle mort qu'on ne peut pas connaître ce dont on ignore l'existence. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Pas de questions ? Très bien, je vous remercie dans ce cas-là.